Merci Marion. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente en ligne avec vous aujourd'hui. Euh, Comme Marion le précisait, là l'idée c'est que je vais vous présenter le projet EcoReact sur lequel nous avons travaillé pendant 3 ans. Mais pour ne pas que ce soit trop descendant, moi je vous propose que si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous puissiez prendre la parole ou bien écrire vos questions dans le chat. Et je vous propose aussi qu'à la fin de ma présentation, on reprenne un temps ensemble en grand écran pour pouvoir échanger ensemble si vous avez d'autres points ou même si vous avez des partages d'expériences à venir partager ici. Donc je vais vous partager mon écran. Normalement, vous voyez toutes et tous ma présentation. Ok, donc c'est parti. Donc l'idée de cette présentation aujourd'hui, premièrement, c'est de faire culture commune ensemble sur le sujet de l'éco-anxiété. Donc nous, à travers ce projet, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup appris en s'aidant notamment de partenariats avec des professionnels, en consultant la littérature sur le sujet. Donc l'idée, c'est aussi de vous partager les connaissances qu'on a acquises dans le cadre du projet. Dans un deuxième temps, je me pencherai sur le projet EcoReact. Donc là, je vais venir vous expliquer pourquoi on a créé ce projet, comment il est né, quels sont ses objectifs. Et j'enchaînerai avec une troisième partie pour vous présenter plus en détail les livrables du projet qui sont à votre disposition. Et enfin, en quatrième point, je vous partagerai les pistes pour accompagner les jeunes que nous, on a dégagées de ce projet. Donc, pour entrer en la matière, je vous propose de faire culture commune sur l'éco-anxiété. Donc, je vais vous adresser quelques questions et si vous souhaitez réagir, vous pouvez activer votre micro ou bien écrire dans le chat directement. En sachant que, je précise, les éléments que je vais vous apporter en lien avec ces questions sont à la fois des éléments qu'on est allé chercher dans la littérature et à la fois des éléments qui proviennent d'une étude qu'on a nous-mêmes conduite dans le cadre du projet sur laquelle je reviendrai tout à l'heure quand je vais vous présenter les livrables du projet. Donc, la première question étant, qu'est-ce que l'éco-anxiété? Pour vous, qu'est-ce que signifie ce terme d'éco-anxiété? Est-ce qu'il y a des personnes qui... est-ce que ça vous fait penser à une émotion? Est-ce que ça vous fait penser à une situation? À une catégorie de personnes? Sylvie? Ben oui, moi ça me fait penser effectivement à la peur de l'avenir liée notamment à la transition écologique, voilà, au phénomène climatique que l'on subit actuellement et aussi par rapport à, j'ai envie de dire, les challenges qu'on a à, à réussir et à engager. Ok, merci. Donc une peur de l'avenir. Ah, je j'ai pas accès au chat tout de suite, mais là je vais cliquer. Donc angoisse liée à l'évolution de notre monde, une anxiété associée à de l'inquiétude pour l'avenir, sentiment de stress, d'inconfort, anxiété et peur, manque d'optimisme. Voilà, ce qui ressort beaucoup, effectivement, ce sont les peurs, l'anxiété et surtout l'appréhension d'un avenir qui est incertain. Euh, et donc, là, c'est un terme qui a été théorisé en 1996 par une médecin qui s'appelle Véronique Lapège, qui à l'époque parlait d'un phénomène hybride, un mal-être identitaire associé à une responsabilisation nécessaire des hommes, des femmes, des sociétés, dans un contexte de grands changements environnementaux. Donc c'est intéressant parce qu'elle parle vraiment d'une responsabilisation à la fois individuelle mais aussi collective qui aboutissent à des contextes de changements environnementaux. La nuance qui est intéressante aussi, c'est dans d'autres définitions qui ont été proposées par des chercheurs comme
ce chercheur finlandais qui s'appelle Pan Pikala, qui lui parle d'une large gamme d'émotions, donc pas uniquement d'une seule émotion comme l'anxiété, mais vraiment d'un ensemble d'émotions qui vont être ressenties en relation avec les problèmes environnementaux ou l'état des écosystèmes planétaires. Et cela rejoint également la définition de l'American Psychological Association qui parle d'un ensemble d'émotions liées à la crainte du changement environnemental. Donc, nous, pour ce projet, on a travaillé avec une pédopsychiatre qui s'appelle Laëlia Benoît et qui s'est notamment spécialisée sur les impacts du changement climatique sur la santé mentale des adolescents. Donc, je vais beaucoup la citer pendant ma présentation. Et Laëlia Benoît, quand elle intervient sur le sujet de l'éco-anxiété, elle rappelle bien que c'est un terme parapluie, que ce n'est pas un sujet qui va uniquement concerner une seule émotion, mais qui va plutôt regrouper un ensemble d'émotions qui sont plus larges et complexes que l'anxiété uniquement. Et d'ailleurs, c'est un débat qu'on a eu au sein du projet. On s'est demandé si on n'allait pas plutôt utiliser le terme d'éco-émotion. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des professionnels qui préfèrent ce terme plutôt que l'éco-anxiété. Autre question, par quelles émotions l'éco-anxiété se manifeste-t-elle le plus chez les jeunes? Mais vous y avez déjà un peu répondu. Et là, les éléments que je vais vous apporter ce sont des éléments qui proviennent de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons réalisée sur l'éco-anxiété auprès des jeunes. Donc là, j'ouvre le chat, peur, responsabilité pour l'avenir. Donc c'est surtout la peur qui revient dans vos réponses. Est-ce que vous voyez d'autres émotions? Est-ce que c'est que la peur pour vous? Mal-être, sentiment d'impuissance, oui, tout à fait. Fuite et évitement du sujet, tout à fait. C'est intéressant de le mentionner. La colère, oui. Sentiment d'injustice, ouais. Angoisse, impuissance aussi qui revient. Hmm. Exact. Donc, selon les résultats de notre étude, on a été nous-mêmes sondés des jeunes. Les émotions qui ressortaient le plus, c'était la frustration, la peur, l'inquiétude, donc vous les avez bien relevées, hein, mais il y avait aussi l'espoir, la colère, la tristesse et la solitude. Donc, pour les chercheurs qu'on a été aussi consultés, finalement, l'éco-anxiété, c'est vraiment, comme je disais hein, tout à l'heure, un spectre d'émotions multiples où en fait, ça va pas être figé, on va pas juste ressentir une émotion et voilà, enfin, c'est quelque chose qui peut être très mouvant, on passe d'une émotion à une autre. Il y a un modèle qui s'appelle la courbe du deuil, que vous connaissez peut-être, qui montre bien qu'on peut passer d'une émotion à une autre, aller en arrière, avoir de l'espoir, puis revenir en arrière, avoir de la colère. Enfin voilà, tout dépend bien sûr de notre environnement, du contexte sociétal, des changements environnementaux, de notre état à nous. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est figé. Aussi, une nuance intéressante, c'est que toujours d'après la pédopsychiatre Laëlia Benoît, elle souligne que selon qu'on soit face à des adultes ou des jeunes qui sont éco-anxieux, on va avoir des émotions qui seront assez différentes. Chez les adultes, ce qu'elle a remarqué, c'est qu'on va plutôt retrouver des émotions comme la tristesse, la culpabilité et l'anxiété, alors que chez les jeunes, ce qu'elle a remarqué, c'est que les émotions de colère et d'indignation, elles étaient beaucoup plus fortes et présentes. Et donc voilà, c'était intéressant de souligner ça aussi. Et enfin, l'éco-anxiété, ça comprend aussi des émotions, ce qu'on pourrait qualifier d'un peu plus positives, comme l'inspiration, la gratitude, l'empathie aussi vis-à-vis du vivant, par exemple, la responsabilisation et l'espoir. Ça peut aussi être un moteur d'action. Selon vous, est-ce que l'éco-anxiété est reconnue comme une maladie par la communauté scientifique? Donc, selon Karine, oui. Après, majorité de non. Ok. Je ne crois pas. C'est un état d'âme, pas une maladie. Intéressant.
Eh bien, je vous propose de vous partager la réponse. Et effectivement, non, l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Donc, toujours selon Laëlia Benoît, c'est à l'inverse d'une maladie, c'est une réaction saine et lucide d'individus qui vont assister de manière impuissante à une inaction environnementale dans un contexte de bouleversements environnementaux graves. Donc finalement, le fait d'être éco-anxieux au regard de la situation actuelle que nous traversons en matière de bouleversements environnementaux est vraiment très saine en fait. Le fait de se sentir inquiet, de se sentir triste, de se sentir impuissant, ce sont des émotions qui sont très lucides. Et en fait, l'éco-anxiété, c'est vraiment une réponse rationnelle face à une crise mondiale. Donc ce n'est pas une maladie mentale. Et là, il y a vraiment une unanimité de la part des chercheurs et des scientifiques et des pédopsychiatres pour dire vraiment que l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie qu'on vient traiter avec des médicaments. Et si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on individualise un problème, en fait, qu'on se responsabilise pas en tant que collectif, euh, qu'on tende à individualiser ce problème alors que ce n'est pas le cas. Néanmoins, la nuance, encore une fois, c'est si cette éco-anxiété devient trop sévère, où on a des individus qui ne vont plus dormir, qui vont même tomber en dépression, dans ce cas-là, forcément, il y aura un autre accompagnement et éventuellement traitement qui sera mis en œuvre. Mais encore une fois, l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Quels sont les principaux facteurs qui sont à l'origine de l'éco-anxiété chez les jeunes? Là encore, ce que je vais vous partager, ce sera tiré de l'étude que nous avons réalisée pour le projet. Donc là, je parle de facteurs sociétaux. Quels sont selon vous les facteurs sociétaux qui vont vraiment soit créer de l'éco-anxiété, soit renforcer de l'éco-anxiété chez les jeunes? Est-ce que vous avez une idée? Alors, réseaux sociaux et médias, effondrement de la biodiversité, déni des politiques, traitement des informations sur les changements climatiques, ok. Pénurie d'eau, un rôle de la sédentarisation. Benoît, je serais intéressée de savoir ce que tu mets derrière ça. L'inaction, l'accès à une trop grande masse d'informations, d'accord, ouais. Comportement des adultes décalé par rapport aux informations données. Dérèglement géopolitique lié au dérèglement, j'imagine, climatique. Ouais, ok. Effectivement, vous avez donné en tout cas les éléments fondamentaux. Donc, d'après l'étude du projet que nous avons réalisé en 2024, le premier facteur qui ressort, tout pays confondu, hein, parce qu'on a, je le préciserai tout à l'heure, on a réalisé cette étude dans 3 pays, c'est vraiment l'inaction du gouvernement dans la résolution des problèmes environnementaux qui apparaît en premier, comme étant le premier facteur d'origine de l'éco-anxiété chez les jeunes. En deuxième, mais vous en avez aussi, vous l'avez aussi mentionné, c'est l'anticipation des impacts futurs. Voilà, on ne sait pas à quoi va ressembler l'avenir, mais en tout cas, l'avenir ne nous semble pas viable pour le moment. En troisième point, on a les choses que je vois ou que je lis en lien avec les enjeux environnementaux dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Et là, on peut aussi avoir des fake news qui peuvent s'inviter dans la danse. Donc, on peut avoir une surabondance d'informations. L'inaction, donc ça c'est le quatrième point, l'inaction de mes concitoyens dans la résolution des problèmes environnementaux. Donc si nous, en tant que jeunes ou moins jeunes, hein, on décide de changer son mode de vie, de manger moins de viande, et qu'on voit qu'autour de nous ça ne bouge pas, ça peut aussi générer de l'éco-anxiété et de la solitude notamment. On a aussi des jeunes qui ont indiqué qu'ils se sentaient coupables par rapport à leur mode de vie. Ensuite, on a les impacts environnementaux passés ou actuels que moi ou une personne que je connais vit. Et voilà. Donc ça, ce sont vraiment les principaux points. C'est pas exhaustif, mais néanmoins, c'est ce qui est ressorti en priorité dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée. Et enfin, dernière question, quels sont les moyens, selon vous, que les jeunes mettent en place pour faire face
à leur éco-anxiété. Qu'est-ce que les jeunes peuvent mettre en place pour pouvoir gérer cette éco-anxiété au quotidien. Alors, Aurélie, tu dis technique de l'autruche. Catherine, militantisme. Se mettre en action. S'informer, plaider. Mhm. Recours à un psychologue, oui, ça peut être aussi une solution. Observer le vivant. Achat sur des plateformes de réemploi type Vinted, voilà. Donc on réaligne son mode de vie par rapport à ses convictions. Se connecter à la nature, tout à fait. Tout à fait. S'engager. Donc, selon la littérature, les jeunes s'adaptent de différentes manières. Donc là, je vais plutôt vous donner des catégories d'adaptation qui sont générales et dans lesquelles on peut mettre vos propositions. Donc, un des premiers leviers d'adaptation, ça va être de rechercher des solutions. Donc là, on va être face à des jeunes qui ont très envie de participer à la lutte contre le problème, en changeant par exemple leur pratique au quotidien. Donc, il y a une personne dans le chat qui disait de passer par des plateformes de réemploi. Ça peut être en changeant ou en modifiant son alimentation. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de changer ses pratiques au quotidien, en se renseignant aussi et en se formant. On a des jeunes aussi qui se forment pour mieux comprendre les enjeux et évaluer comment eux, ils peuvent agir pour avoir de l'impact. Néanmoins, cette recherche de solutions, elle peut aussi créer de la frustration chez des jeunes qui ont le sentiment de ne pas en faire assez. Mais toutefois, c'est quand même une approche qui est corrélée à un meilleur bien-être, à une plus grande autonomie et un sentiment d'utilité chez les jeunes, en tout cas, qui vont mettre en place des actions. Une deuxième catégorie de levier, c'est la recherche de l'apaisement émotionnel. Alors ça, autant, enfin, c'est très large encore une fois comme catégorie, mais cette recherche, elle peut effectivement se faire à travers des cercles de parole. On a besoin d'en parler, on a besoin d'être écouté, mais ça peut aussi être trouvé dans le déni, en fait, comme une personne disait le sentiment de l'autruche. Des jeunes qui ne vont pas vouloir se sentir concernés, qui vont éluder en fait le sujet pour ne pas avoir pour ne pas s'y confronter émotionnellement en fait. Mais c'est quand même une émotion, le fait d'être dans le déni. Et ça rejoint la recherche de solutions, la recherche de sens. Comment est-ce que je peux aligner mon mode de vie pour avoir plus de sens et éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quand vraiment mon mode de vie est en décalage par rapport à mes convictions, mes valeurs. Là, voilà, on recherche vraiment un sens. Et hier, quand j'ai présenté aussi cette présentation dans le cadre d'un autre webinaire, une personne disait que les jeunes aujourd'hui, notamment dans leur recherche d'emploi, ils vont être de plus en plus soucieux de l'impact de l'entreprise dans laquelle ils vont postuler. Ils vont s'assurer que la politique RH soit impliquée dans la qualité de vie au travail, dans l'implication des salariés dans le développement durable, etc. Donc, il y a une réelle recherche de sens en tout cas pour des jeunes. Selon Laëlia Benoît, toujours, euh, l'un des meilleurs moyens pour un jeune, mais pas que pour un jeune, hein, de réguler son éco-anxiété, c'est vraiment de s'engager dans l'action, vraiment se mettre en action et surtout se mettre en action collectivement. Parce qu'en fait, quand on prend conscience des enjeux et qu'on commence à changer d'un point de vue individuel, on va faire des choses, mais on va se rendre compte assez rapidement que ces choses-là, elles vont avoir un palier. En fait, on peut changer jusqu'à un certain palier et à un moment donné, on n'aura plus d'impact. Et pour que cet impact soit beaucoup plus important, il faut que les actions soient collectives. Et pour rappel, l'impact carbone de nos actions individuelles, elles sont responsables de l'ordre de 30% de notre impact et tout le reste, c'est du collectif. Donc voilà. Donc, et aussi le fait de se mettre en action collectivement, ça permet aussi d'éviter ce sentiment d'isolement, de solitude et d'incompréhension que les jeunes peuvent rencontrer. Voilà, merci à vous pour vos interventions. Je vous propose maintenant de passer
sur la présentation du projet EcoReact EU qui nous rassemble aujourd'hui. Donc ce projet, pourquoi on l'a lancé? Donc vous en avez peut-être pris connaissance. En 2021, il y a une étude sur l'éco-anxiété, d'ailleurs la plus vaste étude qui n'a jamais été réalisée sur l'éco-anxiété chez les jeunes, qui est parue dans une revue scientifique très connue qui s'appelle The Lancet Planetary Health. Et en fait, c'est une étude qui a été conduite par plusieurs universités étrangères. Et ces universités se sont rassemblées pour aller interviewer 10 000 jeunes au total de 10 pays du Nord et du Sud. Donc l'idée, c'était d'avoir un comparatif entre des jeunes qui vivaient dans des pays du Nord et des jeunes qui vivaient dans des pays du Sud, pour aller mesurer leur niveau d'éco-anxiété et à quel point cette éco-anxiété impactait leur vie au quotidien. Et en fait, les résultats sont assez frappants, puisque 70% des jeunes qu'ils sont allés interviewer ont déclaré être soit très inquiets ou bien extrêmement inquiets du changement climatique. Et donc, c'est une étude qui a été, à l'époque, qui a été vraiment relayée dans beaucoup de journaux. Moi, je me souviens, j'en avais pris connaissance dans le monde. Et dans les résultats, on apprend notamment que ce sont les Philippines où les jeunes présentent un taux d'éco-anxiété le plus important. Enfin, en tout cas, c'est là qu'on retrouve le plus de jeunes éco-anxieux. Et la France est en 5e position. Donc, en fait, quand cette étude elle est parue, nous, on s'est demandé à l'échelle de la Ligue de l'enseignement, comme on travaille, enfin, notre réseau de fédérations départementales, d'unions régionales travaille directement avec des jeunes. On s'est demandé si il existait aujourd'hui des programmes, des outils, des personnes formées qui étaient en mesure d'accompagner les jeunes qui étaient éco-anxieux, mais d'un point de vue éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, il existait une réponse éducative pour accompagner des jeunes éco-anxieux, sans nécessairement avoir cette casquette de psychologue, puisque ce n'est pas notre cœur de métier ni notre expertise. Et donc, on a conduit un benchmark vraiment à l'échelle européenne. Et en fait, à l'époque, il existait pas grand-chose. On avait trouvé quelques éléments au Royaume-Uni, mais finalement, nos recherches étaient assez pauvres. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait un sujet à travailler dans le cadre d'un projet européen. Ici, je vous ai aussi partagé une étude qui a été réalisée par l'ADEME en lien avec l'Observatoire sur l'éco-anxiété, qui a vraiment fait le focus sur la France. Qu'en est-il? Où en sommes-nous sur le sujet de l'éco-anxiété en France? Quel est le taux d'éco-anxiété en France finalement? Et je trouvais ça intéressant aussi d'aller regarder à cette échelle-là. Et on y apprend notamment que les femmes sont légèrement plus éco-anxieuses que les hommes. On y apprend aussi que l'Île-de-France, c'est la région qui est aujourd'hui la plus touchée par l'éco-anxiété. Et enfin, au niveau des catégories d'âge, ce sont les 25-34 ans en France, en tout cas, qui sont aujourd'hui les plus concernés par l'éco-anxiété, donc ma génération, juste devant les 15-24 ans et les 50-64 ans. Et enfin aussi un élément intéressant quand on pense que le sujet, enfin que l'anxiété climatique ne concerne pas les populations précaires économiquement. Mais en fait, cette étude-là, elle le démontre puisque l'éco-anxiété, elle traverse tous les milieux sans distinction nette. Toutefois, les personnes qui disposent d'un bac+3 et bac+4/5 sont plus anxieuses, mais toutefois, l'éco-anxiété, on en retrouve vraiment dans tous les milieux. Donc cette étude, vous pouvez vraiment la retrouver en ligne sur le site de l'ADEME. Donc je reviens sur ma présentation. Hop. Donc voilà, à l'issue du benchmark, comme je vous disais, on lance le projet en 2023. Et je regarde juste, oui voilà. Donc on a rapidement cerné les objectifs du projet qui sont les suivants. Donc déjà notre cible directe, ce n'était pas les jeunes, mais c'était bien les travailleurs jeunesse, donc animateurs, éducateurs notamment. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était que ces professionnels, ils aient une meilleure compréhension de l'éco-anxiété chez les jeunes. Donc, globalement, par quelles émotions cette éco-anxiété se manifeste, quelles sont ses causes, etc. Vraiment avoir une culture de ce sujet. Et un deuxième objectif, que ces travailleurs jeunesse soient en mesure
d'accompagner les jeunes qui présentent de l'éco-anxiété, mais pas que, à travers des activités. Parce qu'on peut aussi faire de la prévention. Voilà. Au niveau de l'organisation du projet, c'est un projet européen Erasmus+, qui a donc duré 3 ans, qui s'est terminé en début d'année 2026. Et on a travaillé avec 3 partenaires. Donc nous étions coordinateurs. Nous avons fait appel à Archie, qui est l'équivalent de la Ligue de l'enseignement, mais en Italie. Nous avons également travaillé avec une ONG grecque qui s'appelle Ecogris. Et enfin, nous avons aussi fait appel à l'Université d'Utrecht, et plus précisément à un département spécialisé dans la psychologie environnementale. On avait vraiment besoin d'avoir un expert sur cette question dans notre consortium. Et je le disais aussi tout à l'heure, on a également, là je l'ai pas mentionné, mais on a également travaillé avec Léa Benoît pour nous aider à travailler sur vraiment la conformité, enfin, la cohérence scientifique du projet. Plus en détail. Le premier livrable, c'est un rapport scientifique qui a été notamment réalisé par l'Université d'Utrecht, avec laquelle on a travaillé, qui s'intitule L'éco-anxiété chez les jeunes de 16 à 25 ans. Et donc ça, je le précise, bien que notre projet s'adresse aux travailleurs jeunesse, on a essayé aussi de faire en sorte que tous nos outils répondaient à ce public, donc des jeunes de 16 à 25 ans. Un deuxième livrable, c'est un site internet qui s'appelle ecoreact.eu. Enfin, ça, c'est l'adresse. Et c'est un site qui recense toutes les ressources pédagogiques qu'on a soit créées, soit qu'on a été chercher auprès d'autres organisations. On a aussi créé un MOOC, donc une formation en ligne pour les travailleurs jeunesse. Et enfin, on a écrit un guide de préconisation opérationnelle pour les futurs utilisateurs et utilisatrices des ressources EcoReact. Donc, le rapport scientifique, c'est un document qui fait 50 pages. C'est pas que de l'écrit, il y a aussi des graphiques. Mais c'est un rapport qui est organisé en 2 parties. La première partie, c'est vraiment un état de l'art de la connaissance scientifique sur l'éco-anxiété. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment essayer de rassembler toute la connaissance qui avait été produite sur ce sujet pour en dégager des conclusions. C'est un peu comme si on avait fait le travail du GIEC sur le changement climatique. Là, on a fait le travail vraiment sur l'éco-anxiété. Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui? Quel est l'état de la connaissance, de la littérature sur ce sujet de l'éco-anxiété? Et ensuite, on a une seconde partie où là, on a mené donc une étude dont je vous parlais un peu tout à l'heure. Donc, ce qu'on voulait, en fait, c'était nous assurer, pardon, que tout ce qu'on allait produire en matière de ressources répondait bien à un besoin sur le terrain. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 questionnaires. Un premier questionnaire pour des jeunes de 16 à 25 ans de France, d'Italie et de Grèce, et un questionnaire pour les travailleurs jeunesse des mêmes pays. Pour les jeunes, les questions qu'on leur a adressées, c'était surtout sur, déjà, est-ce qu'ils se sentaient concernés par l'éco-anxiété? Si oui, quelles étaient les émotions principales qu'ils ressentaient? Et, enfin, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, quels facteurs généraient l'éco-anxiété chez eux, etc. Et leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés, d'être formés? Et en parallèle, le questionnaire pour les travailleurs jeunesse, là, l'objectif, c'était de sonder aussi leurs besoins, leur demander s'ils constataient effectivement que les jeunes qu'ils accompagnaient étaient éco-anxieux. Et enfin, et ça c'est un élément que heureusement qu'on l'a pas négligé, on leur a demandé si eux-mêmes subissaient de l'éco-anxiété. Donc voici les grandes conclusions de l'étude que vous pouvez retrouver en ligne. Je vous la montre juste après. Le changement climatique, c'est vraiment le premier enjeu environnemental qui préoccupe les jeunes aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, l'inaction des gouvernements, en tout cas ce sentiment que les gouvernements n'agissent pas ou pas assez pour lutter contre les problèmes environnementaux, c'est l'une des principales causes d'éco-anxiété chez les jeunes. Et c'est pour ça que je vous disais, heureusement qu'on n'a pas négligé ce point. En fait, les travailleurs jeunesse, ceux qu'on a allés sonder, ils font état, enfin ils ont répondu dans le questionnaire qu'ils faisaient état d'un niveau d'éco-anxiété plus élevé que les jeunes.
Voilà, donc ça, c'était intéressant de voir que les personnes qui accompagnaient les jeunes pouvaient eux-mêmes se sentir plus éco-anxieux. Un autre point aussi, c'est que les travailleurs jeunesse, ils réussissaient à estimer avec précision les émotions qui étaient liées à l'éco-anxiété chez les jeunes qu'ils accompagnaient. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans leur vie quotidienne, les jeunes, ils vont s'adapter à cette anxiété en utilisant différents mécanismes d'adaptation, comme une recherche de sens et une recherche de solutions aux problèmes. Et enfin, les travailleurs jeunesse, comme les jeunes, souhaitent être davantage formés au sujet de l'éco-anxiété. Donc du coup, pour cette question du MOOC, nous n'étions pas à côté. Je vous la montre rapidement. Donc cette étude, elle est présente sur le site que je vais vous présenter juste après, EcoReact. Et donc voilà, elle fait 50 pages et elle est traduite, quasiment toutes les ressources sont traduites dans toutes les langues du projet. Donc ça, c'est vraiment la partie état de l'art. Et après, vous avez vraiment, ce qui est intéressant, c'est une précision un peu plus détaillée. Voilà, quelles sont les émotions ressenties par des jeunes selon les pays que nous avons, dans lesquels nous les avons interviewés, etc. Et puis c'est un travail qui a été réalisé quand même par des chercheuses. Je passe maintenant au site EcoReact, qui est un peu, selon moi, le livrable principal de ce projet. Donc, les objectifs de ce site sont pluriels. Premièrement, au même titre que cette étude qui est parue sur l'éco-anxiété en 2021, qui je trouve a eu un réel effet de généralisation du sujet auprès de toutes et tous. Même si on connaissait ce nom de près ou de loin, là, vraiment, ça a été aussi l'idée de le rendre beaucoup plus accessible et d'en parler, tout simplement. Donc, l'objectif, c'était ici de faire connaître le sujet de l'éco-anxiété auprès de toutes et tous, donc pas que des professionnels. Un deuxième objectif, c'était bien entendu de présenter notre projet EcoReact. Et enfin, un troisième objectif, c'était bien de proposer des ressources pédagogiques sur l'éco-anxiété pour tout professionnel en contact avec la jeunesse. Donc là, j'ai une coquille, c'est 46 ressources, c'est pas 36. Donc c'est un site qui comprend une présentation du projet, beaucoup de ressources pédagogiques variées. On peut avoir des vidéos, des activités, des illustrations. Comme je le disais, des ressources que nous avons créées, mais qu'on a aussi été chercher auprès d'autres organisations. On a bien entendu le rapport scientifique que je viens de vous présenter, qui est présent sur le site Internet. On a aussi un lien direct d'accès au MOOC que je vous présenterai juste après. Et enfin, on a un guide qui s'adresse aux futurs utilisateurs et utilisatrices des outils EcoReact. Et ce site, si vous avez par exemple des partenaires étrangers avec lesquels vous souhaitez travailler sur ce sujet, sachez que le site, il est aujourd'hui disponible en 5 langues et bientôt en 6 puisqu'on a un projet de le traduire en allemand. Je vous le montre. Hop. Donc ça, c'était l'étude, je la ferme. Voilà. Donc voilà le site, hein, c'est un site plus ou moins classique avec une page d'introduction. Et en fait, toutes nos ressources, vous les retrouvez ici. On les a catégorisées en 4 catégories. La première, c'est comprendre l'éco-anxiété. Donc là, vous allez avoir des ressources autour de, comme le nom l'indique, permettre aux travailleurs jeunesse d'aborder ce sujet avec des jeunes, de eux-mêmes aussi s'acculturer au sujet de l'éco-anxiété. On a une deuxième catégorie qui s'intitule Aborder le changement climatique. Donc, comme je le disais, le changement climatique, c'est le phénomène environnemental qui concerne le plus les jeunes aujourd'hui. Et donc là, on est allé chercher des ressources où on en a créé pour permettre aux jeunes, à travers des activités, d'aborder cet enjeu peut-être d'une manière un peu plus ludique, participative. On a une troisième catégorie qui s'appelle Accompagner les jeunes. Donc là, c'est un titre, on devait faire des titres courts, mais finalement, ça implique surtout de les accompagner dans la gestion de leurs émotions, sans pour autant être psychologue. Néanmoins, et ça je le précise, il y a quand même certaines activités qui demandent d'avoir certaines compétences, et j'en parlerai tout à l'heure. Et enfin, une dernière catégorie, engagée dans un futur positif. Donc comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à se projeter dans l'avenir, à imaginer d'autres futurs souhaitables que celui qui est dressé aujourd'hui.
Voilà. Et puis au niveau des productions, comme je le disais, vous avez accès au MOOC et au guide qu'on a créé pour les futurs utilisateurs et utilisatrices du projet. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Si le webinaire sera bien enregistré et disponible, Mélina. Donc j'en viens au MOOC. Le MOOC, c'est un grand travail dans cet objectif d'assurer la continuité de la plateforme. Donc vraiment la plateforme, quand je le disais, c'est assurer une connaissance enfin une visibilité du sujet de l'éco-anxiété, proposer des ressources clés en main entre guillemets pour les travailleurs jeunesse. Et là vraiment, l'idée du MOOC, c'est de se former davantage au sujet de l'éco-anxiété. Je pense que dans un parcours idéal pour animer des ressources sur l'éco-anxiété, c'est bien de commencer par le MOOC pour pouvoir vraiment avoir une vision très globale et un peu plus fine du sujet, et puis ensuite de se plonger dans le site internet pour aller piocher des ressources qui nous intéressent à proposer aux jeunes. Donc le MOOC. Donc l'objectif, former les travailleurs jeunesse au sujet de l'éco-anxiété des jeunes. Ce MOOC, on l'a testé en interne, on l'a notamment fait tester enfin, par des travailleurs jeunesse. La durée moyenne de ces tests est de 6 heures. Euh, c'est un MOOC qui comprend des témoignages vidéo. On a notamment interviewé des professionnels, mais comme Laëlia Benoît, que je cite depuis le début de ma présentation. Là, d'ailleurs, le MOOC commence par une interview qui est très intéressante d'elle. On a aussi été interviewé des jeunes de France, Italie et Grèce sur comment ils gèrent leur éco-anxiété au quotidien. On a été interviewé des jeunes qui s'engageaient dans des associations. On a aussi des quiz pour tester ses connaissances sur le sujet. Et enfin, pour chaque sujet, chaque partie étudiée, on a été chercher des ressources complémentaires pour approfondir les thématiques. Et là, je vous montre également à quoi il ressemble. Donc voilà le MOOC. Encore une fois, il est disponible en 5 langues. Donc voilà, vous avez 3 parties qui ressemblent à celles que je vous ai présentées pour le site internet. Une partie vraiment sur la compréhension de ce qu'est l'éco-anxiété et comment elle se manifeste chez les jeunes. Voilà. Il n'y a pas du tout d'obligation d'ordre. Vous pouvez vraiment cliquer sur les parties qui vous intéressent. La partie 2, c'est vraiment comment on accompagne cette éco-anxiété des jeunes. On a une partie sur la méditation, on a une partie sur l'expression des émotions à travers l'art. Et enfin, on a une troisième partie autour vraiment de comment on oriente les jeunes vers des actions à impact. Et là, on a été chercher notamment des outils du kit Nos gestes climat. Là, on a été interviewer des jeunes qui sont engagés dans des associations. Et on a partagé aussi des outils de sciences participatives. Ce MOOC, il est entièrement gratuit et il suffit de vous créer un compte sur le site Moodle de la Ligue de l'enseignement et vous pouvez ensuite accéder au MOOC. Je regarde, je vois que le chat. Ok, super. Donc ça, j'en ai parlé. Voilà, et j'en arrive du coup à notre dernier livrable, qui est ce fameux guide de préconisation opérationnelle. Donc, c'est un guide, en fait, pour nous, il était important que ce projet y vive même après la fin du financement européen, puisque, bah, selon nous, il répond vraiment à un besoin aujourd'hui. Et en fait, c'est un projet sur lequel nous, maintenant que les financements sont arrivés à terme, nous ne pouvons plus y consacrer autant de temps qu'avant. Et surtout si ces accompagnements concernent des acteurs qui ne font pas partie de la ligne. Donc, c'était important qu'on crée un outil qui permette justement aux personnes qui découvrent la plateforme sans nous connaître, bah, de savoir dans quel contexte cette plateforme s'inscrit, qu'est-ce que le projet EcoReact, pourquoi il a été créé, enfin un peu tous les éléments que je vous ai
que je vous ai partagé en introduction. Et aussi, l'idée, c'était d'orienter dans la prise en main de ces outils. Donc, on a vraiment une partie dans le guide qui vient expliquer comment naviguer sur le site Internet, comment naviguer sur le MOOC. Et on a aussi recueilli des éléments de, de la part de travailleurs jeunesse qui ont testé certains de nos outils et en fait des préconisations qu'ils avaient à faire sur certains des outils qu'ils ont testés. Est-ce qu'ils ont dû, je sais pas, changer certains termes? Est-ce qu'ils ont dû adapter le matériel, etc. Donc là, l'idée, c'était aussi de partager ces retours de leur part dans ce guide. Et encore une fois, le guide, bon là, j'ai fermé le site internet, mais ce guide, il est présent sur le site internet, encore une fois, en 5 langues. Avant que je fasse un focus sur les outils, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter ou des remarques? Bon, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, du coup, je continue. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur quelques outils pour que vous ayez une idée de la variété des sujets des outils de la plateforme. Donc j'en ai choisi 3. Ce sont 3 fiches activités. Une première qui s'appelle L'éco-anxiété s'empare de la jeunesse. Une deuxième qui est une activité de pleine conscience. Et une troisième qui s'intéresse à l'éducation aux médias à travers notamment le traitement des informations en lien avec les enjeux environnementaux. Donc, ça, c'est le premier outil que je vais vous présenter. Donc, c'est une fiche activité. En revanche, j'ai fermé la page précédente, mais en fait, c'est une fiche activité qui se base sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-là. Qui présente finalement les taux d'éco-anxiété chez les jeunes par pays interviewé. Donc en fait, on est parti de cette image pour créer cette activité. Donc c'est une activité qui est en plusieurs temps, qui nécessite peu de matériel, juste une impression d'une carte, idéalement des gommettes de couleur et des post-it. Et les intentions de cette activité, c'est vraiment de venir cultiver l'esprit critique chez les jeunes, à la fois sur leur vision du monde. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette carte notamment. C'est une carte qui s'intitule Pour une Terre solidaire et qui fait apparaître les pays dans leur superficie réelle. En fait, c'est vraiment la surface réelle de chaque pays. Donc c'est assez déconcertant quand on la voit pour la première fois. On n'est pas habitué. Et voilà, l'idée, c'est déjà de se pencher sur cette carte et de s'interroger sur sa vision du monde par rapport aux cartes qu'on étudie à l'école, qui sont bien sûr différentes. Et ensuite, on a préparé quelques questions en lien, bien entendu, avec les enjeux environnementaux. Où en fait, on pose des questions aux jeunes en leur demandant, pour y répondre, de poser une gommette de couleur sur le pays ou la région du monde qui est selon eux concerné. Enfin, voilà. Donc, par exemple, la première question, c'est en 2023, quelle est la région du monde la plus touchée par les catastrophes météorologiques, climatiques et hydriques? Il s'agit de l'Asie. Bien entendu, ce sont des propositions que nous vous faisons, mais ce n'est pas figé. Et si vous voulez changer les questions, en ajouter d'autres, même l'actualiser, c'est tout à fait possible, bien entendu. Il faut juste s'assurer, bien entendu, de la véracité, enfin en tout cas de la qualité scientifique des informations que vous allez leur fournir. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Et ensuite, on a une deuxième partie où là, on s'intéresse plus au sujet de l'éco-anxiété chez les jeunes. Et à ce moment-là, l'animateur ou l'animatrice a introduit l'étude qui a été réalisée en 2021 en disant, voilà, à l'époque, enfin, à ce moment-là, on a publié une étude sur l'éco-anxiété chez les jeunes et que les résultats démontrent que 70% des jeunes qui ont été interviewés se déclarent être très inquiets ou extrêmement inquiets. Et ensuite, on partage aux jeunes des étiquettes qui vont indiquer les noms des pays que vous avez ici, et on va leur demander de les classer selon l'ordre croissant des jeunes qui ont déclaré être extrêmement inquiets et très inquiets. Donc ceux qui ont déclaré l'être, enfin le taux le plus important au moins important.
sachant quand même que quand on part du bas, le taux est déjà important. Et là, ça peut aussi, c'est possible aussi que ça questionne, mais encore une fois, ce rapport entre pays en développement et sensibilité aux enjeux climatiques, et que ça déconstruit cette idée comme quoi, si on vient, enfin, si on vit dans un pays en développement, on a peut-être d'autres inquiétudes, d'autres enjeux prioritaires par rapport aux enjeux environnementaux. Et en fait, voilà, c'est vraiment une activité qui, comme je le disais, qui questionne la vision du monde, le rapport des jeunes au changement climatique et à leur éco-anxiété. Et en dernier point, et ça c'est dans toutes nos fiches activités, on souligne vraiment l'importance d'avoir un temps après l'activité d'échange en fait. Déjà, on demande aux jeunes est-ce qu'ils sont surpris des résultats, est-ce que à titre individuel ils se sentent concernés par l'éco-anxiété, mais vraiment essayer d'instaurer un temps d'échange de confiance avec les jeunes pour mesurer en tout cas ou en tout cas questionner leur réaction par rapport à cette activité. Et enfin, à la fin de l'activité, on a partagé quelques solutions, quelques pistes d'action que l'animateur peut présenter aux jeunes alors j'ai mis lutter contre l'éco-anxiété, mais enfin je questionne un peu après coup ce verbe qu'on a utilisé, peut-être plutôt gérer son éco-anxiété. Une deuxième fiche activité que je vous présente ici, c'est une activité de pleine conscience. Euh, donc là, c'est intéressant. Nous, quand je dis nous, c'est à la Ligue. C'est une activité qu'on a déjà testée, notamment avec des adultes. Et c'est hyper intéressant les réactions qui peuvent susciter, que peut susciter cette activité. Généralement assez positive, hein. Mais c'est vraiment une activité d'ancrage et d'observation de ces ressentis. Idéalement, activité à conduire à l'extérieur. Une personne tout à l'heure disait d'ailleurs qu'une des solutions pour apaiser son éco-anxiété peut être d'aller en nature, et tout à fait. Là, j'en parle pas dans cette présentation, mais il y a vraiment des études qui ont démontré les bienfaits, notamment d'être en forêt ou d'être en extérieur, sur son bien-être. Donc là, l'idée, c'est d'animer cette activité en extérieur. Le temps d'activité est modulable, ça peut très bien être fait en 10 minutes comme en 1 heure. Tout dépend bien sûr du temps que vous avez et de l'objectif aussi que vous recherchez derrière. Et donc là, comme je le disais, c'est d'être vraiment enfin d'inviter les jeunes à être dans l'observation de leur ressenti, que ce soit émotif, mais aussi vraiment ressenti en matière de sens, hein. Et en fait, étape par étape, on vient travailler les différents sens. On a le sens du toucher. Donc là, on invite les jeunes à venir toucher ce qui est autour d'eux. Donc, idéalement, mais ça, bien sûr, c'est à leur demander s'ils se sentent à l'aise ou pas de le faire. Nous, on propose cette activité les yeux fermés. En fait, on invite le groupe à fermer les yeux et donc à susciter le sens du toucher dans un premier temps, soit en enlevant leurs chaussures s'ils se sentent à l'aise de marcher pieds nus dans l'herbe, soit en venant vraiment toucher ce qu'il y a autour d'eux. Ça peut être un tronc d'arbre, de l'herbe, des pierres. Voilà. Tout dépend bien sûr de l'environnement. On a une deuxième étape qui va concerner cette fois-ci le sens de l'ouïe. Donc là, pareil, on invite vraiment les jeunes à se concentrer sur ce qu'ils entendent autour d'eux. Est-ce qu'il y a des sons qui captent un peu plus leur attention? Est-ce que ce sont des sons stridents, des sons plutôt doux? Donc ça, vraiment, l'animateur peut aussi, en douceur, accompagner, orienter les jeunes en leur posant des questions. Ensuite, on a une troisième étape sur l'odorat. Donc là, tout en ayant les yeux fermés, les jeunes sentent les odeurs qui sont autour d'eux. Est-ce qu'ils sentent l'odeur de l'air? Est-ce qu'ils sentent l'odeur de l'herbe fraîche? Enfin voilà, qui se concentrent dessus. Ensuite, celle-là, elle est un peu plus surprenante, c'est le sens du goût. Et donc là, en fait, on invite les personnes à ouvrir la bouche et goûter en fait l'air. Et on peut, selon où on fait l'activité, on peut par exemple goûter l'air iodé. Et enfin, donc toutes les étapes précédentes peuvent être faites dans le désordre. Néanmoins, je conseille de faire celle-ci en dernier, le sens de la vue, puisque c'est là où on demande aux personnes de réouvrir les yeux et cette fois-ci d'observer attentivement chaque détail de leur environnement. Donc ça peut être l'herbe, encore une fois, les insectes, le sol. Et là, les jeunes peuvent se déplacer, s'accroupir,
Voilà. Et donc, c'est une activité qui vraiment, encore une fois, permet de s'ancrer, d'observer sans juger et d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis. Et c'est quelque chose qui peut être aussi animé en complémentarité d'une autre activité ou d'un autre temps qui demande peut-être de plus d'attention, plus de calme, voilà. Le débriefing, donc ça c'est l'étape finale, elle est très importante, elle ne doit pas être négligée. Et là, l'idée c'est de se mettre en cercle, si possible, et en tant qu'animateur, de créer vraiment cet espace de confiance où on peut avoir un bâton de la parole et on invite les jeunes qui le souhaitent uniquement à prendre la parole sur leur ressenti à l'issue de l'activité et peut-être même s'ils le souhaitent à comparer comment ils se sentaient avant et après l'activité. D'ailleurs, peut-être que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté ou en tant que participant ou animateur. Et enfin, une troisième activité qui est cette fois-ci, comme je le disais, sur le sujet de l'éducation aux médias. Alors, c'est pas un sujet qu'on a davantage exploré. Néanmoins, il est important, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, que le traitement des médias, le traitement des informations, c'est un facteur qui génère de l'éco-anxiété chez les jeunes, selon bien sûr comment il est approché. Donc l'intention de cette activité qui dure à peu près 1 heure, c'est de différencier les faits scientifiques et les opinions, d'être en mesure d'expliquer un enjeu environnemental comme le changement climatique à partir d'informations qu'on trouve sur Internet qui font l'objet de raisonnements scientifiques et aussi d'apprendre à comparer différentes sources pour vérifier la véracité d'un fait et aussi de savoir d'où celui-ci provient. Donc pour ça, on a encore une fois un déroulé assez détaillé étape par étape où en fait dans les grandes lignes, on va demander aux jeunes de se mettre en groupe et de piocher à tour de rôle une étiquette qui va indiquer voilà un sujet sur lequel ils vont devoir travailler. Donc encore une fois, nous, ce sont des propositions que nous vous faisons ici, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en ajouter d'autres, bien entendu. Et en fait, les jeunes, ils vont devoir travailler en groupe pour, premièrement, chercher et proposer une définition qui va expliciter les causes, les conséquences et le fonctionnement de ce phénomène, qui soit en tout cas en mesure de le définir. Et dans un second temps, qu'ils travaillent sur l'identification de solutions qui sont validées scientifiquement pour soit lutter contre ce phénomène ou s'y adapter. C'est important, bien entendu, que chaque groupe ait accès à un support pour pouvoir effectuer ses recherches, comme une tablette ou un ordinateur. Pour les orienter dans leur recherche, on a, pour chaque enjeu, on a proposé des questions pour, encore une fois, accompagner les jeunes dans les recherches qu'ils vont effectuer. Et une fois le temps imparti terminé, donc je ne sais plus exactement, voilà, on leur laisse 30 minutes, mais ça peut être bien sûr plus long ou plus court, tout dépend des besoins des groupes. Et une fois le temps imparti terminé, chaque groupe présente à l'autre les résultats de ses recherches. C'est important aussi que les groupes présentent les sites internet qu'ils ont utilisés, s'ils ont rencontré des difficultés, s'ils ont trouvé des différences d'informations en fonction des sites qui sont allés consulter, etc. D'ailleurs, en introduction, l'animateur, il peut suggérer aux jeunes d'aller vraiment consulter différents sites internet pour vraiment comparer les informations qu'ils vont trouver. Il peut suggérer d'aller consulter des journaux en ligne, par exemple, des chaînes de vidéos et pourquoi pas des réseaux sociaux. Ça, c'est pas présent dans la fiche activité, mais finalement, pour ajouter une touche ludique, ça peut être intéressant, par exemple, que lorsque les groupes ils vont définir l'enjeu qu'ils ne le nomment pas pour essayer de le faire deviner à l'autre groupe. Et enfin, et ça non plus, ça n'y est pas dans la fiche activité, mais selon moi, ça me paraîtrait être intéressant que, à l'issue de cette activité, l'animateur ou l'animatrice travaille avec le groupe sur une forme de charte qui va reprendre les points de vigilance essentiels pour s'assurer de la fiabilité d'une information donnée. Donc ça, si vous souhaitez vous aider de contenus qui existent, il y en a. J'en ai recherché avant cette présentation. Il y a vraiment des contenus qui, point par point, permettent
d'aller voir, d'aller vérifier si l'information qu'on a trouvée, elle est fiable. Donc, en fonction de l'auteur si c'est un article, est-ce qu'il fait partie d'une organisation vérifiée, d'où provient sa source, etc. Donc, ça peut être intéressant de se dire qu'avec le groupe, une fois l'exercice terminé et une fois l'expérimentation en tout cas réalisée, on puisse bien définir point par point qu'est-ce qui va nous permettre d'aller vérifier qu'une information est validée et qu'est-ce qui va nous permettre aussi de différencier ce qui est une information, enfin un fait d'une opinion. Voilà, je n'avais pas le temps de vous présenter les 46 ressources, mais voici, enfin vous avez une idée comme ça de différents sujets qu'on peut être amené à traiter. Me permet de partager un message de Charline, retrouver du pouvoir d'agir plutôt que lutter contre. Et qui a une question, est-ce que la Ligue s'est intéressée au travail qui relie de Johanna Massy pour penser toutes ces activités? Alors, c'est un ouvrage sur lequel on s'est appuyé pour construire une formation. Par contre, on l'a pas utilisé pour construire ces outils. Merci. Je vous en prie. Euh, et là, j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, les pistes pour accompagner les jeunes en situation d'éco-anxiété. Excusez-moi, je fais juste un petit retour en arrière. Par rapport aux fiches activités que je vous ai présentées, comme je vous disais, elles ne sont pas figées et vous pouvez bien entendu les réadapter. Et nous sommes toujours intéressés d'avoir des retours, si jamais vous les testez, de votre part pour savoir comment ça a été reçu par les jeunes, est-ce que vous avez dû adapter certaines choses, etc. Vraiment dans une logique de progression continue et d'adaptation de nos ressources, nous, ça nous intéresse et c'est même très utile pour nous d'avoir vos retours. Et aussi, dernier point, notre réseau est très en demande de connaître des professionnels qui ont testé les outils. Donc, ça nous permettrait aussi de vous identifier pour pouvoir éventuellement vous mettre en lien. Donc, j'en arrive à la dernière partie de ma présentation qui va s'intéresser cette fois-ci aux pistes pour accompagner les jeunes en situation d'éco-anxiété qu'on a du coup dégagé à travers ce projet. C'est non exhaustif et d'ailleurs, si vous en avez à partager, bien sûr, je vous invite à le faire soit en activant votre micro, soit en utilisant le chat. Donc, une première piste que j'ai évoquée pendant ma présentation, c'est vraiment venir créer un cercle d'écoute et d'échange pour et avec les jeunes. En fait, je suis pas certaine que l'importance de l'écoute, enfin en tout cas du sentiment d'être réellement écouté, soit vraiment mesurée en fait, notamment dans la littérature qu'on a trouvée sur l'éco-anxiété. En fait, ce point-là, il est vraiment pas négligeable. Au contraire, c'est un vrai levier d'adaptation et de bien-être et même d'autonomie dans la gestion des émotions des jeunes. Selon la pédopsychiatre Laëlia Benoît, en fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne parlent pas de leur mal-être. Et en fait, ce manque de communication de leur part peut conduire ne vont pas se sentir compris. Ils vont aussi avoir le sentiment que leur entourage ne s'intéresse pas à la situation environnementale. Donc finalement, le fait d'instaurer ce climat de confiance, ce temps vraiment pour eux, il est fondamental. Et donc, comme je disais, selon les chercheurs Sanson et Dubica, quand les jeunes ils se sentent écoutés, c'est pas juste ça y est, ils ont partagé une information et non, c'est vraiment ça va les aider à développer un sentiment d'autonomie et ça va aussi les aider à être plus résilients psychologiquement pour faire face à leurs émotions négatives comme la peur, la colère, la tristesse. Euh, voilà, donc ces cercles de parole, encore une fois, vous en avez peut-être déjà animé, mais ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Ça peut aussi faire l'objet d'une seule activité, ça peut aussi être inséré dans des activités. Euh, Hier,
psychopathe praticienne participé au webinaire que j'ai animé. Elle a néanmoins souligné que l'animation de ces temps nécessitait des compétences. Et effectivement, une des compétences pour instaurer une confiance dans le cercle, pour vraiment encadrer les échanges, pour qu'il n'y ait pas de jugement entre les jeunes. Donc tout ça, forcément, ça demande des compétences d'animation. Mais en tout cas, encore une fois, c'est vraiment un levier de bien-être chez les jeunes qui ressentent de l'éco-anxiété. Une autre piste d'action, ah bah ça, on l'a vu tout au long, et puis vous aussi, vous l'avez bien souligné dans le chat, c'est effectivement d'accompagner les jeunes vers des actions à impact. Et donc là, Elia Benoît, elle a travaillé avec différents publics de jeunes, des enfants et des adolescents. Et en fait, elle a bien souligné la différence entre les deux. Elle disait que chez les enfants, enfin, les enfants, ils n'allaient pas forcément questionner la symbolique des actions qu'ils allaient mener. Néanmoins, une fois qu'on arrive à l'adolescence, les jeunes, ils vont vraiment être en recherche d'actions qui vont avoir un impact. Ils vont pas juste rechercher une symbolique, ils vont vraiment questionner l'impact des actions qu'ils vont mener. Donc finalement, en tant qu'adultes, c'est important que nous aidions les jeunes à comprendre où est-ce que nos impacts en fait sont situés aujourd'hui. Si on veut mener des actions à impact, il est nécessaire que nous ayons en amont la connaissance de la localisation de ces impacts. Finalement, si on veut mener des actions ciblées à impact, il faut que ces actions elles ciblent des comportements qui aujourd'hui ont de l'impact. Et donc, pour être plus précise, il existe aujourd'hui des outils qui permettent vraiment de quantifier en fait les impacts par type d'action, de consommation. Et c'est le cas notamment, vous le connaissez peut-être, c'est un diagramme qui a été construit par le cabinet, excusez-moi, Carbone 4, pour vraiment quantifier les impacts, en tout cas les émissions de gaz à effet de serre par comportement d'un Français moyen. Et en fait, on se rend compte que là, c'est le budget carbone vraiment d'un Français moyen. Et on se rend compte que bah, sur une année, un Français moyen, il émet environ 10 tonnes de CO2 équivalent. Et ce qui pèse le plus dans la balance, ce sont les déplacements premiers, notamment la voiture, et suivi de près par l'alimentation et le logement. Et en fait, on voit aussi qu'il y a des choses qui peuvent dépendre de l'échelle individuelle, mais aussi de l'échelle collective. Mais juste le fait d'avoir ces informations-là, en fait, ça permet aux jeunes d'avoir une idée de quels sont les sujets qui vont prioriser pour avoir de l'impact, pour ne pas agir dans le vent finalement. Et donc sur l'alimentation, comme c'était le deuxième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le budget d'un Français moyen, il existe encore une fois des référentiels qui vont permettre d'informer les jeunes sur, bon, bah, l'alimentation, c'est un champ très large. De quoi parle-t-on quand on parle de gaz à effet de serre? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus émetteurs que d'autres? La réponse est oui. Et pour cela, alors, il faut que je retrouve, hop, je voulais vous partager, voilà. L'ADEME, en fait, l'ADEME, ils ont vraiment pour objet de vulgariser et de rendre accessible la question de l'empreinte carbone sur différents sujets du quotidien. Ils ont notamment fait un super outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle le calculateur pour connaître l'empreinte carbone de ses repas. Et en fait, bah, là encore, ça permet de hiérarchiser l'empreinte carbone de chaque animal que nous consommons, chaque type d'aliment que nous allons consommer. Et par exemple, si les jeunes ils souhaitent par exemple travailler sur une idée de repas qui soit le moins carboné possible, ben là ils vont pouvoir s'y référer et choisir des aliments en fonction de leur empreinte carbone. Et vraiment avoir des chiffres. Et ensuite, s'ils veulent connaître le détail de l'empreinte carbone de chaque type d'aliment, ils peuvent cliquer. Et en fait, on voit bien que, bah, par exemple, pour la viande de bœuf, c'est vraiment la phase de production, donc l'élevage bovin, l'alimentation, etc., qui va peser le plus dans l'impact carbone de cette viande. Voilà, en fait, ça, c'est un exemple. Attendez, je vais juste fermer ça. Hop.
c'est un exemple d'outil, mais qui, encore une fois, donne l'information, qui oriente les jeunes sur quelles actions ils devraient prioriser s'ils travaillent, en tout cas, sur ce sujet. Et là, bien sûr, enfin, le champ des possibles est vaste, mais enfin, l'idée, c'est qu'après, les jeunes ils puissent exprimer leur créativité à partir de cette information pour travailler sur diverses propositions. Je parlais du menu décarboné, ça peut être aussi organiser un défi entre les jeunes. Enfin, voilà, c'est tout ça, bien sûr, c'est libre aussi à l'animateur et aux jeunes de le construire. Euh, on a aussi la mobilité qui pesait le plus. Là, on l'a vu dans l'empreinte carbone d'un Français. Pareil, l'ADEME a aussi fait un outil qui permet de calculer l'empreinte carbone de différents types de transports sur une même distance. Et ça, je le trouve vraiment très bien. Donc, par exemple, là, sur un trajet de 10 km, on voit que si on prend le vélo, bon, on va émettre bien sûr 0 kg de CO2. Si on fait un covoiturage, on va en émettre 0,667. Et en fait, alors le volet transport, il dépend bien sûr de plein d'aspects, notamment de l'offre présente sur son territoire. Si on travaille ce volet transport en ville, ou bien si on le travaille en milieu rural, ce sera bien entendu pas du tout la même chose. On n'aura pas du tout accès aux mêmes options. Mais toutefois, c'est toujours bien de l'avoir en connaissance, de voir qu'il existe vraiment des différences importantes en fonction des transports qu'on va adopter sur un même trajet. Et le fait d'en avoir connaissance peut être intéressant aussi pour les jeunes s'ils veulent travailler sur des propositions, par exemple, d'installation de racks à vélo dans leur établissement, s'ils veulent solliciter aussi le maire de leur commune pour faire avancer la question des pistes cyclables. Enfin voilà, ça peut être encore une fois très varié. Mais en tout cas, là, il y a des chiffres à l'appui qui montrent que leur action, elle a de l'impact. On a une question de la part de Solène. Euh, Dans son action d'inciter les jeunes au passage à l'action, est-ce que la Oui. Ligue s'est interrogée sur la question des inégalités sociales et le risque de culpabilisation individuelle? Hmm. Oui. Euh, Peut-être sur la question individuelle, en début de présentation, je disais bien que à l'échelle individuelle, notre impact carbone est responsable de 30% des émissions et tout le reste, c'est du collectif. Donc finalement, l'entrée uniquement individuelle, elle est pas, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Et je pense que c'est important de pas individualiser non plus le problème. Donc, quand on travaille avec des jeunes qui en plus sont de bonne volonté, forcément, le fait de leur dire vous êtes responsables, c'est de votre faute, il faut que vous changiez, non. Moi, mon discours serait plutôt de les rendre acteurs, en fait, leur montrer qu'ils ont le pouvoir d'agir. Pas de les culpabiliser, mais plutôt de leur dire par rapport à ces impacts-là, voilà ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et on vous laisse la place pour proposer des actions. Enfin, voilà, c'est vraiment leur donner du pouvoir d'agir. Ça, je pense que c'est important. Et pas être comme tu disais, désolé, j'ai plus le nom, euh, mais, mais effectivement, ne pas être dans la culpabilisation, même ça marche aussi avec des publics adultes. Par rapport aux inégalités sociales, en fait, on a essayé un peu de l'introduire quand même dans les études qu'on a partagées sur l'éco-anxiété. Notamment la première fiche activité que je vous ai présentée. Là, l'idée, c'était bien de montrer que le sujet du changement climatique, c'est un sujet qui va concerner toutes les classes sociales. Et sur le sujet, là, sur les activités que je suis en train de vous présenter, pas forcément. Là, l'idée, c'est d'être assez neutre quand même dans les contenus, mais bien sûr que enfin, sur le sujet de l'alimentation, c'est sûr qu'il y a un enjeu social sur le fait de manger bio, sur le fait de manger de meilleure qualité, bien entendu. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent autour de l'alimentation, comme la sécurité sociale de l'alimentation. Enfin voilà, ça, c'est des pistes qui peuvent aussi être explorées. Voilà, on l'a pas, pour être honnête, on l'a pas intégré dans nos contenus là que je suis en train de vous présenter. Mais oui, oui, c'est bien sûr un sujet à avoir en tête que on n'a pas toutes et tous les mêmes capacités financières
pour agir. Que les gens qui sont culturels. Merci. Euh, donc, on a une question aussi pour le lien vers les calculateurs. Est-ce que vous pourrez nous les transmettre et comme ça, nous, on pourra le partager sur le Ouais, site ouais, du ça, REB. ouais, je ferai ça. Aurélie, donc, tu as un message pour nous partager, c'est la fable du colibri ou technique des petits pas. Hum. Mes questions, que leur répondre quand ils nous disent que cela ne suffit pas car les gouvernements, les industriels, quand ils ne font rien. Hum. Il y a une étude intéressante qui a été publiée encore une fois par Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part et qui montre encore une fois que qu'en fait euh, chaque individu a un rôle à jouer. En fait, le gouvernement a un rôle à jouer, les entreprises ont un rôle à jouer, les individus ont un rôle à jouer. En fait, si chacun se renvoie la balle en disant, dans tous les cas, c'est pas moi qui aimais le plus, donc je vois pas pourquoi je changerais si eux ils changent pas. En fait, ça entretient ce qu'on appelle un triangle de l'inaction. En fait, comme on se renvoie tous la balle et on consacre de l'énergie à ça, il se passe rien. Donc, si les jeunes disent qu'il se passe rien à l'échelle du gouvernement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des leviers en tant que jeune qu'on peut essayer d'aller activer pour faire bouger les choses, du moins pour tenter de faire bouger les choses, pour aller parler avec des élus, pour se faire entendre? Et est-ce que nous, en tant que jeunes, en tant que consommateurs aussi, est-ce que si on change certaines pratiques, est-ce que bah, plus on va les généraliser, plus finalement ça va faire bouger le haut aussi? Vous voyez? Pour pas que ce soit juste dans une logique de, de descendant, enfin, d'une logique descendante. Est-ce que nous, plus on généralise nos changements de comportement, plus ça peut peut-être faire bouger des lignes aussi. Mais dans tous les cas, les deux échelles d'action, elles sont importantes. L'échelle individuelle et l'échelle collective, puisqu'elles se répondent, et l'échelle collective permet vraiment de généraliser et de donner plus d'importance à un changement individuel. Mais, euh, mais après, la question, c'est oui, aujourd'hui, si on veut vraiment se positionner, les gouvernements, en tout cas, n'en font pas assez. Et ça se lit hein, dans l'évolution de la courbe des émissions de gaz à effet de serre des pays. Il y a pas assez qui est fait aujourd'hui. Mais néanmoins, ça ne doit pas non plus nous déresponsabiliser en tant qu'acteurs citoyens en connaissance de cause. Voilà. Mais c'est une question complexe. Mais si vous voulez vraiment plus d'éléments factuels, je vous invite vraiment à aller consulter cette étude qui s'appelle Faire sa part, qui a été construite par Carbone 4. Merci pour les détails. J'ai ajouté le lien du coup de l'étude dont tu parlais, Léna. Oui, merci. Mais en tout cas, effectivement, ça peut aussi être frustrant pour des jeunes qui n'ont pas encore le droit de vote de constater ces allers-retours et notamment surtout ces allées en arrière sur des mesures environnementales qui sont adoptées à l'échelle du gouvernement. Euh, le dernier, oui. Ensuite, sur les outils d'action à impact, on a aussi les sciences participatives que j'ai mentionnées en début de webinaire. Vous les connaissez peut-être, les sciences participatives. Ce sont des programmes d'observation scientifiques, pardon, qui sont ouverts à toutes et tous, initiés comme novices, et qui permettent réellement d'endosser en gros la casquette d'un scientifique et d'aller récolter des données sur un territoire, sur une partie d'un territoire donné, et pouvoir contribuer à l'évolution des connaissances des scientifiques sur la biodiversité. Et ça, ça c'est important parce que aujourd'hui, bah, que ce soit des scientifiques qui travaillent dans des associations, dans des laboratoires, bah, ils le disent clairement, ils peuvent pas être partout à la fois. Ils peuvent pas être dans le labo, ils peuvent pas être sur le terrain. Donc, il y a des informations qui leur manquent. Et en fait, cette base de sciences ouvertes, en fait, hein, de collecte citoyenne, elle est hyper importante pour eux, parce que ça leur permet vraiment d'approfondir, d'alimenter leurs connaissances de la biodiversité sur le territoire. Ils connaissent, enfin, ils ont une meilleure connaissance aussi de l'évolution de cette biodiversité. Et à partir de ça, de ces éléments-là, ils peuvent, dans le cadre de discussions, par exemple, avec le gouvernement, avec des élus, avoir des éléments concrets, factuels, pour pouvoir défendre certaines politiques de préservation. Et donc vraiment, c'est une mise en action, ça permet d'aller dehors,
On a vraiment des programmes sur beaucoup de sujets, en tout cas. Il y a un site du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Open, que vous connaissez peut-être, que je vais ouvrir, qui permet vraiment, voilà, région par région, thème par thème, d'aller sélectionner des programmes de sciences participatives. Vous voyez, on avait par exemple pour la ville, pour la montagne, pour la forêt, et qui permet de créer une activité avec des jeunes pour aller observer et collecter des données. Donc ça, c'est vraiment un win-win parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, aux scientifiques d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire, mais ça permet aussi aux personnes qui le font de se sensibiliser aussi à la biodiversité de son territoire, parce que bah on peut tout à fait vivre sur un territoire sans forcément prendre le temps d'observer la biodiversité, les oiseaux ou autres espèces. Donc ça permet d'avoir une meilleure connaissance aussi des espèces qui nous entourent. En ayant une meilleure connaissance, peut-être qu'on aura plus d'empathie, plus de sensibilité pour cette espèce et un souhait de la préserver. Donc il y en a plein. Moi, je vous propose un focus sur celui-ci qui est assez connu, qui est un programme de sciences participatives porté par la LPO, qui s'appelle l'Observatoire national des oiseaux de jardin. Et ça a été co-réalisé avec le Muséum national d'histoire naturelle en 2012. Et l'objet de ce programme, c'est d'observer et recenser le nombre d'espèces et ou d'individus d'oiseaux dans un jardin sur un temps donné. Et pour chaque programme de sciences participatives, le participant ou la participante a accès à des fiches pour pouvoir l'aider dans l'identification des espèces qu'il va recenser. Et des fois, il y a des opérations collectives qui sont organisées, comme c'est le cas pour ce programme. Chaque dernier week-end de janvier et de mai, il y a un comptage d'une heure, une fois dans le week-end national, qui est organisé. Donc là, pour le coup, il y a un vrai sentiment d'utilité, en tout cas quand on participe à ce type de programme. Une avant-dernière piste, c'est bien entendu de former les professionnels à l'éco-anxiété. Euh, Dans l'étude qu'on a réalisée, eh bien, plus de 80% des travailleurs jeunesse ont indiqué qu'ils n'avaient reçu aucune formation sur l'éco-anxiété et qu'ils aimeraient être formés. Et le fait d'avoir une meilleure connaissance aussi du sujet permettra derrière de pouvoir déployer des moyens, des outils pour pouvoir accompagner les jeunes qui en sont sujets, mais aussi soi-même, hein, parce que je disais tout à l'heure que les travailleurs jeunesse sont déclarés être plus éco-anxieux que les jeunes qu'ils accompagnaient. Et donc, de soi-même le savoir et pouvoir se situer où on en est, comprendre quels mécanismes peuvent nous aider aussi, c'est important. Et enfin, la dernière piste, impliquer différents acteurs. Ça, je pense que c'est vraiment un peu la ligne rouge de ce projet, c'est de ne pas individualiser le problème, de ne pas rendre responsables les jeunes enfin, de pas de pas les responsabiliser dans ce qu'ils ressentent. Finalement, ce qu'ils ressentent, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un contexte plus global où on est dans une situation où il y a des enjeux mondiaux préoccupants, que ce soit bon, géopolitiques, mais environnementaux aussi, qui sont liés. Et face à ça, on est dans une inaction générale qui peut créer du coup beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de colère. Et donc finalement, cette réponse à l'éco-anxiété, elle ne peut pas venir que des individus. Il faut vraiment que ce soit porté collectivement et que un ensemble d'acteurs se mobilise aussi pour accompagner les jeunes, que ce soit les parents, que ce soit l'école ou toute autre structure que les jeunes vont fréquenter sur les milieux extrascolaires comme les clubs de sport, les centres d'accueil et de loisirs, etc. Euh, je vais arrêter ma présentation là. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat, donc je reviens en écran avec vous pour pouvoir y répondre, du moins essayer de vous apporter des éléments. Et je commence à avoir la voix qui déraille un petit peu. Hum, Il y avait une question de la part de Yves. Alors, je ne sais pas si la Ligue va pouvoir se positionner à ce sujet, mais est-ce qu'une conscientisation politique sur les dégâts de notre modèle capitaliste est envisageable? de notre modèle capitaliste. Hum, euh, c'est une bonne question. En fait,
dans tous les cas, quand on commence à travailler sur ces enjeux-là, que ce soit avec des jeunes ou avec des moins jeunes, on questionne le système forcément, puisque c'est à travers ce système que nos actions ont de l'impact. Donc, finalement, ça se fait, je pense que ça se fait assez naturellement de questionner ce système et quand on travaille avec des jeunes aussi sur d'autres futurs souhaitables, est-ce qu'on veut consommer différemment? Est-ce qu'on veut réapprendre à vivre ensemble? Est-ce que on veut vivre dans un monde où on sera en meilleure santé? Parce que bah, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que la pollution de l'air génère des problèmes de santé, même des décès. Et donc finalement, le fait essayer de retravailler sur de nouveaux récits sociétaux, c'est aussi une forme de critique du modèle tel qu'il est aujourd'hui, qu'il arrive en bout de souffle. Donc, je pense que oui, ça vient assez naturellement dans les activités qu'on va mener avec les jeunes. Je lis aussi la question de Karine. Même si l'éco-anxiété n'est pas une maladie, il me semble important aussi d'embarquer les médecins traitant dans l'écosystème des acteurs. En effet, le mal-être peut couvrir des aspects qui dépassent la seule éco-anxiété. Oui, 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 tout à fait. En fait, je l'ai pas indiqué dans ma présentation, mais bien entendu, que le personnel de santé doit aussi être impliqué. Euh, je réfléchissais aussi en début de, oui, je disais en début de présentation, quand cette éco-anxiété aussi, elle prend vraiment beaucoup de place. On a des individus qui peuvent aller consulter aussi et qui parfois peuvent prendre un traitement. Mais je pense qu'effectivement, la médecine, de manière large, doit être impliquée. Dans tous les cas, en France aujourd'hui, la santé mentale, c'est le sujet qui a été priorisé par le gouvernement. Moi, je vis à Paris, c'est un sujet qui est aussi priorisé par la mairie. Donc, il y a quand même, enfin, il y a encore beaucoup de travail, mais on en parle plus aujourd'hui. Il y a quand même plus d'importance qui est accordée à la santé mentale et notamment à la santé mentale chez les jeunes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou à prendre directement la parole. J'en ai une qui me vient, là, notamment, on a vu en début de visio que l'information et la multiplicité des médias étaient un facteur favorisant le développement de l'éco-anxiété chez les jeunes. C'est aussi un élément qui a été identifié par la Commission santé-environnement du REB. Est-ce qu'un outil de la plateforme a été pensé pour éduquer les publics à l'utilisation des médias et à la recherche d'informations sur les sujets environnementaux pour parer ce sentiment d'éco-anxiété? À part la fiche activité que je vous ai présentée, non. Euh, Néanmoins, ça peut être intéressant de partager aux jeunes des médias qui vont aussi partager des informations positives, parce qu'il y en a, heureusement. Je pense qu'on peut être très vite noyé par cette quantité d'informations négatives qui nous arrivent chaque jour. Mais moi, j'ai en tête un média qui s'appelle Vert, que vous connaissez peut-être, le journal Vert. Et en fait, ils ont une section où c'est un homme très dynamique qui se filme en train de danser et qui partage chaque semaine les bonnes nouvelles de la semaine en matière d'écologie. Et je pense quand même que pour son propre bien-être mental, hein, c'est important aussi de pouvoir rester connecté à ces bonnes nouvelles-là. Parce qu'il y a quand même des avancées finalement. Le tableau n'est pas sombre. Je pense qu'il faut aussi nuancer faut nuancer quand même l'état du système, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place, il y a quand même une conscience qui est là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est quand même important que les jeunes aient connaissance de ces sources-là pour aller aussi s'informer sur ce qui est fait, ce qu'on peut célébrer. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres médias qui partagent des informations positives, je serais aussi intéressée de les avoir. Donc Charline nous partage le média Éco-Breton. Ok, je ne connaissais pas. Et Vert, je vous le partage tout de suite. C'est un très bon journal qui permet de s'informer sur l'actualité environnementale. C'est vraiment
C'est leur sujet principal, hein. Et dans leur section, comme je disais, ils ont une section sur les infos positives. Pour Éco-Breton, il s'agit d'un média associatif uniquement en ligne, avec une dimension participative dédiée aux initiatives autour de la transition écologique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou même est-ce que vous avez des retours par rapport à nos outils, à ce que je viens de vous présenter par rapport au projet Coreact? Comment le MOOC a été construit? Ça a été un long travail. Pour le MOOC, on est reparti de l'arborescence du site internet. On a souhaité un peu garder la même chose tout en l'approfondissant. Et une fois qu'on a défini cette catégorisation, on s'est questionné sur quels acteurs nous semblaient être pertinents pour pouvoir aussi apporter des éléments complémentaires pour chacune des parties. Et en fait, au-delà des professionnels qu'on a été chercher, ça nous semblait être important de donner la parole aux jeunes aussi, de les écouter. Et du coup, on a quand même suivi le, comment, le, le contenu d'un MOOC classique en allant proposer des interviews assez dynamiques, en construisant des quiz. En fait, on voulait vraiment proposer quelque chose de vivant avec des vidéos, des quiz, des activités. Voilà. Et enfin, avant de l'officialiser, on l'a vraiment fait tester par des professionnels en interne pour s'assurer que bah, ce MOOC qui répondait bien aux enjeux de leur métier et savoir aussi si au niveau de la durée, c'était réaliste de leur proposer ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, on a Cathy de Promotion Santé Bretagne qui pose une question. Y a-t-il des relais avec la Ligue de l'enseignement dans les départements bretons? La Promotion Santé Bretagne, nous sommes en mouvement pour soutenir l'appropriation du champ de l'éco-anxiété et des actions. Euh, alors, pour bien comprendre la question, Cathy, est-ce que tu demandes Ah, je peux si... réagir Oui, je sais pas je veux bien. si c'est possible. Bien sûr. Oui, parce que si je comprends bien, là, c'est toute la démarche était plutôt initiée au niveau national avec cet élan de recherche. Et puis on voit qu'il y a plein de pistes et des fiches actions et voilà. Mais est-ce que ça a donné lieu à une prise en main par les collègues des ligues dans les départements? Et est-ce que il y a une envie d'être, enfin nous on serait pas, je pense, on serait intéressé par développer des partenariats avec les collègues locaux pour voir de quelle façon ça peut soutenir bah, ce que vous avez évoqué dans votre enquête, dans votre étude, les fiches activités. Mais quand je vois les fiches activités, nous aussi on en a pas mal qui pourraient être aussi mis à profit ou voilà et on a des temps de découverte outils où on organise des temps de formation. Mais voilà, je voulais savoir si au niveau de la Ligue de l'enseignement en Bretagne, est-ce qu'il y a déjà des activités, des temps forts prévus ou une stratégie pour déployer auprès des acteurs locaux cette démarche? Hmm, ok. Euh, hum, on a plusieurs donc fédérations départementales hein, en Bretagne et je pense surtout à la 35 et à la 22 qui sont très impliquées sur les sujets environnement et qui m'ont fait part de leur intérêt sur ce sujet de l'éco-anxiété. Et la 35, donc la fédération 35, a notamment testé des outils du projet. Donc c'est vrai que nous, ce projet, il a été un peu descendant dans le sens où on a créé des fiches, puis on a demandé aux fédérations de les tester. Peut-être que
avec le recul et si on faisait un nouveau projet ou une continuité du projet, on fonctionnerait différemment. Mais néanmoins, en Bretagne, en tout cas, on a cette fédération 35 qui a testé des outils du projet EcoReact, qui en a vraiment une bonne connaissance et qui a un intérêt très important pour le sujet de l'éco-anxiété. Donc, si tu le souhaites, Cathy, je peux te mettre en contact avec les personnes de cette fédération pour travailler ensemble sur ce sujet. Oui, avec plaisir. Enfin, je vois dans les présents, il y a aussi les CPIE qui investissent la démarche en Bretagne. Il y a différents acteurs. La Mutualité française Bretagne aussi développe des activités. Donc, il y a une certaine énergie, on va dire, en Bretagne, mais qui mérite de toute façon d'être, comment dire, soutenue, reconfirmée, développée. Enfin, voilà, peut-être c'est plutôt le début de cette Hmm. mouvance, mais ça serait intéressant effectivement de s'associer aux collègues de la Ligue de l'enseignement s'il y avait des choses autres. Hmm, hmm. Donc avec Ouais, plaisir. ok. Et avec le REB, bien sûr. Ah, j'allais oublier le REB quand même. Et oui, nous, on a aussi travaillé, d'ailleurs, dans le cadre d'une journée du REB, on a proposé un atelier sur éco-anxiété et information. Mais vous l'avez un peu évoqué dans les fiches Hmm. activités. Et on a testé dans le cadre de cette journée du REB une petite animation. Et on a eu des retours intéressants, mais on serait intéressé aussi pour le retester, le redéployer, parce que c'est trouver la juste activité qui permet d'initier la réflexion sans culpabiliser, sans effrayer. Enfin voilà, c'est intéressant aussi de mutualiser nos réflexions pour voir comment on peut faire. Hmm. Hyper intéressant. Ouais. Et juste déjà le fait de tous se réunir ensemble pour en parler. Enfin, là, je vois qu'on est 30, on était un peu plus de 30 tout à l'heure. Enfin, ça montre en tout cas qu'il y a un intérêt de s'acculturer et de trouver des outils communs, de travailler ensemble sur ces sujets. Donc pour moi, c'est un bon signe. Ce que je pourrais faire éventuellement, Marion, c'est te partager. Déjà, je vais demander aux personnes concernées si leur accord. Et je pourrais après, Marion, te partager les contacts pour que tu les diffuses aux personnes concernées. Oui, bien J'ai vu sûr. que Oui, oui. Cathy et Karine étaient intéressées pour les avoir. Mm. Je prends note. Vous, Marion, est-ce que vous travaillez déjà avec des fédérations départementales de la Ligue en Bretagne? Autour du sujet de l'éco-anxiété. Pas forcément du sujet d'éco-anxiété, peut-être même juste plus globalement, sujets environnementaux. Est-ce que vous êtes déjà Ben, rencontrés? Hmm. on a parmi nos adhérents la Ligue de l'enseignement, les antennes locales, qui chacune développe voilà, des thématiques différentes. Je sais que la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, par exemple, essaye de développer des outils autour de l'éducation aux médias et faire le lien voilà, avec la santé mentale, l'éco-anxiété. Après, ça serait à creuser, en effet, de voir ce qui se fait dans chaque département pour faire des liens. Ok. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, n'hésitez pas aussi à prendre la parole directement. Ça, une personne qui part, mais voilà, qui nous recontactera pour des collaborations, mettons des options climat pour développer le pouvoir d'agir dans les collèges et lycées dans toute la France, en accompagnant les enseignants et en fédérant plein d'acteurs de l'EDD. On s'appelle Demain, c'est nous. Ok. Merci Fanny pour le partage. Ok. Oui, Clément, tout à fait. Je pense notamment à Alban qui a testé certains des outils. Très bien. Bah, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Bah, un grand merci, Léna, pour cette riche présentation du projet EcoReact qui vient nourrir nos réflexions et nos outils pour accompagner l'éco-anxiété chez les jeunes. Merci aux participants aussi pour votre présence et vos échanges tout au long du webinaire.
Vous pourrez retrouver le replay du webinaire ainsi que les liens vers la plateforme de ressources d'Ecoreact directement sur notre site. Et pour ceux qui souhaitent se replonger, pardon, dans les travaux du réseau, les documents de synthèse des journées d'échange de 2024 et 2025 sur l'éco-anxiété sont disponibles sur le site du REB. Dans la continuité du sujet du jour, le REB vous propose aussi un prochain webinaire le mardi 9 juin à 14 heures avec l'Observatoire de l'environnement sur le sujet dépassionner les débats et s'armer de chiffres fiables face à des sujets hautement médiatisés et parfois politiques comme le changement climatique, la qualité de l'eau, les algues vertes. Et l'Observatoire de l'environnement vous proposera des solutions pour apporter une information fiable tout en restant ancré dans l'action, notamment par la découverte d'une boîte à outils adaptée aux élèves en collège et en lycée. À savoir aussi que nous poursuivrons nos réflexions autour de l'éco-anxiété et du lien santé-environnement aux Assises de l'éducation à l'environnement le 7 octobre prochain à Rennes. L'ensemble des acteurs bretons sont conviés à y participer pour construire les grandes lignes de la charte régionale de l'éducation à l'environnement sur les prochaines années. Vous pourrez retrouver le programme et le lien d'inscription sur le site du REB. Merci encore pour votre participation et à bientôt pour les prochains rendez-vous. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. On clôture le webinaire. On a une dernière question de Oui. Catherine Chiche qui ne trouve pas la première fiche activité présentée. Oui, la première fiche activité présentée, elle est... Alors attendez, je vais regarder. Euh, Alors, elle se trouve dans la partie comprendre l'éco-anxiété des ressources sur le site Ecoreact. Je vais envoyer le lien directement, en fait, ce sera plus simple. Voilà. Bonne journée à vous et merci encore pour votre participation. Au revoir.